J'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la Commission des Finances. Face à vous, Yan Chantrel. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Et enfin, sur ce plateau, Joël Guerriau. Bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de la Loire-Atlantique, secrétaire du Sénat, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Alors, plusieurs questions ont été abordées lors de cette séance de questions au gouvernement, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit tour de table autour d'une actualité qui se passe plutôt de l'autre côté, à l'Assemblée. Mais bon, c'est un sujet qui a beaucoup occupé le Sénat, c'est la question de la réforme des retraites. Yan Chantrel, ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé que l'article 40 serait appliqué pour ne pas débattre de la principale disposition de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Votre réaction? Ma réaction, c'est que c'est proprement scandaleux. Ce qu'on attend d'une présidente d'Assemblée, quelle qu'elle soit, président ou présidente d'Assemblée, c'est qu'elle soit la garante, non pas du pouvoir exécutif, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs dans ce pays, qui sont gravement atteints par les décisions qui sont prises par la présidente de l'Assemblée. Elle doit garantir justement nos droits d'amendement et le pouvoir de contrôle de l'exécutif des parlementaires. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est aux ordres du gouvernement là-dessus. Clairement, elle est aux ordres. L'article 40, il est constitutionnel. Il est constitutionnel, il n'a jamais été utilisé par un président d'Assemblée sur une proposition de loi. Parce qu'il y a des propositions de loi, je peux vous en sortir un paquet, qui ne serait plus... Qui crée des charges. Ah oui, mais qu'on refuserait, on va toutes les refuser. Il y en a une qu'on a adoptée sur les enfants handicapés, justement. Elle est article 40. Pourquoi la présidence ne l'a pas retoquée ? Donc c'est un précédent qu'elle est en train de créer. C'est-à-dire que nous ne discuterons pratiquement plus d'aucune proposition de loi dans ce cas-là, puisque la plupart seraient soumises à cet article 40. Et elle ne respecte même pas sa propre commission, qui a décidé, le président de la commission des finances, qui a dit clairement que c'était recevable. Donc elle ne respecte même pas ses propres institutions. C'est pour ça que c'est grave. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce qui est en train de se passer, ce qu'est en train de faire la présidente, elle a une lourde responsabilité. Elle ne défend pas les parlementaires. Et en tant que parlementaire, je suis profondément choqué par son attitude. Elle est aux ordres du pouvoir exécutif. Et ça, c'est profondément scandaleux. Un déni de démocratie parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Lavarde? Peut-être un mot sur l'article 40. Pour préciser le contexte, c'est-à-dire que là, on ne s'attaque pas à une proposition de loi, on parle d'un amendement qui a été déposé en vue de la séance publique qui aura lieu demain, et l'amendement en tant que tel est article 40. Puisque la proposition, elle a été étudiée en commission, un article a été supprimé, d'autres articles... L'article principal, a été supprimé, mais la proposition de loi, il me semble d'ailleurs, elle a été votée ensuite à la fin, et donc là... Certains députés sont venus redéposer un article en vue de la séance publique, article qui crée des charges. On le voit tous ici quand on est rapporteur ou quand soi-même on dépose des amendements en vue que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi. Si l'amendement est article 40, il n'est pas étudié lors de la séance publique. Donc c'est là ce dont on parle. Donc vous dites que ça ne pose pas de problème, non, ce n'est pas un déni de démocratie. Vous dites que c'est normal ce qui se passe à l'Assemblée. Ce qui est un peu étonnant, c'est de remettre en fait ce sujet sur la table, moins de 2 mois après des débats qui ont été longs, qui ont été discutés. Au Sénat, on a étudié vraiment ce texte du début jusqu'à la fin. Donc il y a eu une expression de la démocratie. On a qu'à voir hier le nombre de manifestants dans la rue. Un certain nombre de Français... en baisse, oui. Largement en baisse. Enfin, j'ai lu, il y a moins de 100 000 personnes, largement moins, qui ont défilé hier. Donc les Français sont passés à autre chose. Ils ont fini par comprendre qu'en fait c'est quand même une nécessité devant nous. Non, et si on veut, en tout cas, si on veut financer, je pense, tous les sujets leur dont demander leur on a avis parlé sont cet massivement contre encore. Hein. Alors, ne dites pas qu'ils l'ont accepté parce que c'est scandaleux. Vous voulez financer ni si vous voulez les enrager, dites ça, dites qu'ils ont accepté. Politique de transition, mais alors vous voulez financer comment les politiques? Non, mais par rapport juste à ce point-là, si on veut en débattre à nouveau, c'est parce que l'Assemblée nationale n'a justement jamais voté sur ce texte. Il est là le problème. Dans de bonnes conditions. C'est ça le problème. Et vous-même qui êtes parlementaire, que vous soyez pour ou contre, on ne peut pas accepter la manière dont le débat s'est déroulé. Moi, je pense qu'une démocratie, pour qu'elle fonctionne, elle doit respecter des règles. La première des règles que nous avons, c'est de définir un budget de l'État. Ce budget, nous le défendons en cours d'année, et en particulier sur la fin de l'année, qui définit les normes, qui définit la capacité de l'État à faire face à des dépenses en fonction des recettes qu'elle va percevoir. C'est ça le sujet. À partir de là, dans l'année qui vient, on va débattre d'un certain nombre de lois. Si à un moment donné, on apporte un élément qui est effectivement, par la Constitution, un article que l'on peut faire valoir, qui est l'article 40, à savoir qu'on n'est plus en capacité de répondre financièrement à une opération qui consiste à nous demander une dépense supplémentaire trop importante, de facto, il y a un problème constitutionnel
et la loi s'applique. Je crois qu'il faut qu'elle s'applique, cette loi. Et quant au fait de dire aujourd'hui, on n'a pas pu aller au bout de cette loi à l'Assemblée nationale, dans quel chahut était l'Assemblée nationale? Combien d'amendements ont-ils apporté? Des amendements totalement stupides. On en a eu aussi au Sénat, qui nous ont été apportés par le groupe de monsieur, avec des amendements crétins. Et je le dis très fort parce que je trouve ça inadmissible. Quand on amène des amendements qui consistent à changer d'une journée à l'autre pour la remise d'un rapport, avec 90 sous-amendements qui disaient on passe du 1er septembre au 2 septembre, puis après du 1er septembre au 3, etc., jusqu'au fin novembre, je suis désolé, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de faire un débat de fond, c'est pas de faire de l'obstruction ou d'aller dans des situations qui sont inadmissibles. Alors, mettons un point final à cette affaire, passons aux choses sérieuses, revenons sur ce qui fait le débat et les réformes, et arrêtons cette essai de façon de faire de la politique qui nuise à la démocratie. Votre réponse. Alors, et on ne refait pas tout le débat sur les retraites lors de cette séance de questions. On a eu un vrai débat sur le fond avec des arguments contre arguments, pour le coup, justement. Et la problématique que pose cette constitution aussi de la Ve République. Nous, on est vraiment dans une crise démocratique majeure. Il y a d'autres parlements, cet article 40 n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Le Parlement devrait pouvoir aussi décider des dépenses et des recettes. C'est tellement intégré que vous avez même des parlementaires qui défendent le fait de ne pas avoir de pouvoir. Moi, je défends le fait qu'il faut que le Parlement ait beaucoup plus de pouvoir. Parce que mettre les mains entre le maximum de pouvoir, le président de la République française est celui pratiquement dans les démocraties qui a le plus de pouvoir dans notre pays. Ça n'est pas équilibré, ça n'est pas un bon régime. Il est défaillant et il est poussé à son extrême avec Emmanuel Macron, justement, qui est en train de pousser à son extrême tout ce qui est le plus nocif dans ces institutions qu'il faut plus que jamais changer, justement. Et ça, c'en est la preuve. Ça va être évident de faire une révision constitutionnelle aujourd'hui. On est d'accord. Bon, on passe à un autre thème. Alors, de cette séance de questions au gouvernement, pour cela, on va rejoindre Quentin dans l'hémicycle du Sénat, parce qu'il y a un thème qui a balayé quasiment tous les autres lors de cette séance, c'est la question du logement. Oui, tout à fait, Tam, avec des critiques adressées par les centristes, les LR, les communistes ou encore les socialistes en cause. Cette grande déception après la présentation du plan logement lundi soir par la Première ministre en clôture du Conseil national de la refondation et de son volet sur le logement. Un LR a même parlé du fait que l'exécutif avait réussi un exploit et un oxymore avec un plan de relance qui fait des économies. Écoutez aussi la colère de la sénatrice centriste Valérie Létard. Le CNR devait constituer un tournant ambitieux pour notre politique du logement face à une crise sans précédent. Pourtant, ce CNR a tout d'un rendez-vous manqué. Les acteurs du logement sont unanimes, le compte n'y est pas. Pire, l'heure est à la désillusion. Et votre déni ne change pas le résultat. La politique du logement ne semble manifestement destinée qu'à être une variable d'ajustement budgétaire. Avec au total donc 4 questions sur cette crise du logement, ce plan qui n'est pas à la hauteur selon les sénateurs. Et en face, sur le banc des ministres, Tam, on a vu 2 ministres se relayer au fil de la séance entre le ministre délégué en charge du logement et son collègue Christophe Béchu à la cohésion des territoires, Olivier Klein, qui a lui par exemple maintenu que le CNR était bien un succès. Et on a senti que cette phrase avait beaucoup fait réagir, beaucoup déplu dans les rangs des sénateurs. Mais donc son collègue Christophe Béchu a lui adopté une autre stratégie de défense. Écoute un extrait de sa réponse. Je veux donc préciser ce qu'a été le début de la conclusion de la Première ministre. Ça a été d'expliquer, et Olivier Klein l'a fait juste avant elle, que ce CNR, c'était pas la fin de l'histoire, mais que c'était un point d'étape qui permettait à la fois de tenir compte de ce qu'avait été une concertation et de regarder sur ce qui arrivait devant. La Première ministre a donné un rendez-vous à la fin du mois de juin à l'ensemble des ministres qui sont concernés à la Caisse des dépôts et consignations pour aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc ce n'était peut-être pas la conclusion en fait, Tam, ce discours de lundi soir face effectivement à la désillusion des acteurs du secteur. On voit que l'exécutif tempère et renvoie vers de nouvelles annonces. Oui, merci beaucoup Quentin, effectivement, car il faut le dire, les professionnels du secteur ont effectivement éreinté le plan présenté par la Première ministre. Pas de vision stratégique, des mesurettes, un coup de grâce porté à la maison individuelle, rien pour relancer la construction de logements sociaux. Il y en a eu de tous les côtés. Christine Lavarde, le compte n'y est pas. C'est surtout qu'il y avait des attentes, parce que normalement, les conclusions de ce CNR logement, elles devaient être dévoilées le 9 mai, si je ne me trompe pas. Donc en fait, finalement, on est quasiment un mois plus tard. Le décalage avait été justifié par le fait que les mesures n'étaient pas assez ambitieuses et qu'il fallait les renforcer. Et là, quand même, force est de constater qu'en fait,
c'est des niches, c'est des petits sujets, renforcer le bail solidaire, renforcer le prêt à taux zéro. Mais c'est pas ça qui va relancer la filière logement. Et surtout, des gros congrès, le congrès des bailleurs sociaux, le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers se tenait en fin de semaine dernière. Et les messages qu'on a entendus dans les différentes tables rondes sont vraiment des messages d'alerte, en fait, sur le fait que la filière aujourd'hui est en grave difficulté, mais pour des raisons de nature très diverses. Elle est en grave difficulté parce qu'il n'y a plus de délivrance de permis de construire. Donc c'est à la fois dû au ZAN, c'est à la fois dû au fait que les maires n'ont plus aucune... nette, les maires n'ont plus aucune incitation à accueillir de nouveaux habitants. Il n'y a plus de lien entre l'habitant et la ville depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Et je pourrais égrener comme ça tout un tas d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui, le secteur du logement est en berne. Si on ajoute la pénurie, le renchérissement du coût du travail, voilà, on est vraiment confronté à un choc très important et qui se fait au détriment des personnes qui cherchent à entrer sur ce marché, et notamment les primo-accédants. Et aujourd'hui aussi, le mal-logement touche plus de 4,1 millions de personnes. Olivier Klein a reconnu une bombe sociale. Ces réponses sont-elles à la hauteur aujourd'hui ? D'abord, je crois que, comme l'a rappelé à l'instant Christine Lagarde, il y a un certain il y a un certain nombre de situations qu'il faut rappeler et qui font que la crise est profonde et compliquée. Sur le plan sociétal, on peut rajouter aussi le phénomène des familles monoparentales. En 2000, il y avait à peu près 15% de familles monoparentales. Aujourd'hui, on a dépassé les 25%. C'est-à-dire que le besoin de logement, il s'est énormément amplifié du fait de cette société où il faudrait peut-être créer davantage d'agences matrimoniales. On est dans le sourire là, mais c'est une réalité. Donc il y a un besoin, et face à ce besoin-là, on a dans nos communes la contrainte ou dans les agglomérations de faire ce qu'on appelle un plan local de l'habitat. Et lorsqu'on veut faire ce plan local de l'habitat, on se rend compte que c'est loin d'être simple parce que ça a été rappelé, on a l'intention d'éviter l'étalement urbain, donc on commence à mettre des règles pour faire en sorte que un certain nombre de points qui étaient des points constructibles ne le deviennent plus. Donc on a en face de facto, puisqu'on réduit les possibilités à construire, des augmentations sur la valeur des prix des terrains, donc les prix augmentent, mais en face on a une situation inflationniste qui fait que les prix, les taux augmentent également. Donc pour les primo-acquéreurs, c'est très compliqué de se lancer sur la construction. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut remettre à plat pour redonner un petit peu de... Que faudrait-il faire pour Alors, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. D'abord, les prêts à taux zéro. Il a pris, ça a été annoncé par le ministre sur plusieurs choix qu'ils ont effectués qui devraient permettre de relancer. Mais je pense que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est pas que le gouvernement. Je veux dire que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent essayer de trouver les solutions à une multitude de situations qui ne font que s'empiler et qui rendent les choses extrêmement compliquées. Oui, je le redis, il y a 4,1 millions de personnes en France touchées par le mal-logement, la location qui est grippée, toute une crise du secteur avec une construction neuve aussi en chute libre. Voilà, on la voit, c'est une crise du logement un peu multiforme et multifactorielle. Oui, tout à fait. Et justement, ça ne répond pas à ça parce que, comme vous l'avez bien dit, il y a plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, mais il y a un manque de 3 millions de logements. Il y a à peu près 2 400 000 Français et Françaises qui sont en attente d'un logement social. Et vous avez 330 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Donc ça vous donne déjà l'ampleur du sujet pour nos compatriotes. Et le CNR, c'était 700 propositions. La Première ministre, c'est 14 ou 16. Enfin, ça vous montre l'ampleur, effectivement, de la déception. C'était comme le Conseil sur l'environnement qui avait débouché sur pratiquement rien. À chaque fois, il y a des grands... Et ça crée beaucoup de désillusions. C'est même pas des fils. Ça peut être intéressant de consulter les citoyens, mais si c'est pour que derrière, il n'y a rien... Ça crée encore plus de déception chez les gens. Si on les consulte, c'est juste pour de l'artifice communicationnel. Ça ne fonctionne pas. Les enjeux sont massifs parce que quand je vous dis il y a 3 millions, il manque 3 millions de logements. Il faut savoir qu'en parallèle, il y a 3 millions de logements vacants. Mais bien évidemment, c'est pas dans les mêmes zones. La plupart du temps, c'est dans la diagonale du vide, c'est en ruralité. D'où l'importance également pour des raisons climatiques et environnementales de déconcentrer aussi, de beaucoup plus décentraliser, qu'il n'y ait plus d'étalement urbain autour des grandes villes, justement, et si on veut déconcentrer, qu'est-ce qu'il faut également dans la ruralité ? Il faut du service public, parce qu'il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins d'écoles, il y a de moins en moins de postes. Oui. Donc,
C'est une vision d'ensemble, c'est une politique globale. Là, c'est de la politique à la petite semaine, taux à taux zéro. C'est pas une vision d'ensemble par rapport à tous les enjeux qui sont liés en plus avec le réchauffement climatique. Il faut réellement une politique beaucoup plus forte que ça. D'où la déception d'ailleurs sur tous les bancs, pas que sur les bancs de la gauche. La droite est très critique également par rapport à ce plan qui est décevant. Et il y a aussi une autre problématique qui concerne les grandes villes, c'est Airbnb. Airbnb, c'est un gros problème également, puisqu'il profite des zones où il y a une grande tension locative avec des prix. Il y a des pays qui sont beaucoup plus drastiques, par exemple, en limitant à 31 jours la possibilité. À la base, ça fait pourquoi Airbnb? C'est quand vous partez en vacances, vous pouvez mettre à disposition votre logement, mais on ne part pas en vacances pendant 2 ou 3 mois. Les congés, c'est 5 semaines, voire 6 ou 7 semaines. Donc il faudrait limiter ça beaucoup plus drastiquement pour que ça soit réellement utilisé comme un logement qu'on met accessible pour des personnes de passage ou autres, mais pas pour des gens qui se font de l'argent avec ça et qui spéculent et qui font monter les prix, qui sont déjà très élevés. Et en plus, on a une pénurie. Un sujet d'accord peut-être, là, pour le coup, Christine Lavarde, sur Airbnb ou pas? Sur le sujet de Airbnb, mais après, il est déjà possible de prendre des décisions qui ne sont pas forcément très populaires. Mais aujourd'hui, un maire peut décider d'interdire la mise en Airbnb de la résidence secondaire, où si jamais la personne le fait, elle doit proposer un nombre de mètres carrés équivalent à la location dans le secteur libre. Donc ça, c'est des décisions, parce que c'est pas très courageux quand on commence à expliquer à ces administrés que non, ils ne pourront pas faire de... Voilà, mais c'est aussi une réponse à apporter à la question du logement. Après, aujourd'hui, dans le cadre du PLF, on a eu un certain nombre de discussions, parce qu'il y a les taux des taxes sont pas les mêmes sur les logements vacants, sur les résidences secondaires et autres. Et aujourd'hui, le gouvernement, la seule solution qu'il a décidé, c'est d'augmenter la taxe sur les logements vacants qui va directement dans le budget de l'État, et de ne pas venir donner des outils aux collectivités qui, elles, demandaient à remonter des taxes qui leur reviennent en propre, justement aussi pour équilibrer cette politique du logement. Donc moi je pense que sur cette question-là, il faut faire confiance aux acteurs locaux, parce que c'est vraiment des sujets qui sont spécifiques à chaque endroit. Et je rappelle aussi, et c'est un sujet qu'on a largement débattu au PLF, on nous avait promis un groupe de travail justement sur cette question très spécifique du Airbnb en zone tendue. On a débattu de ça au mois de, allez, je vais être gentille, début décembre, c'était plutôt fin novembre, et on est là début juin. J'ai toujours pas reçu une invitation alors que j'étais particulièrement... Il a été urgent d'attendre sur ce sujet. Tout de suite, on va rejoindre Quentin, parce qu'il y a une troisième thématique qui a largement marqué cette séance de questions au gouvernement, et on a entendu le ministre de l'Éducation nationale en parler à l'instant au micro d'Alexandre. Ce sujet, Quentin, c'est celui du harcèlement scolaire. Et oui, Tam, souvenez-vous des larmes de Pape Ndiaye, le ministre, ici le 18 janvier, dans l'hémicycle juste derrière moi, après la mort du petit Lucas. C'était déjà dans le contexte d'un harcèlement scolaire. D'ailleurs, dans cette affaire lundi, 4 adolescents ont bien été retenus, ont bien été condamnés, retenus coupables des faits de harcèlement dans cette affaire. L'actualité, Tam, est malheureusement secouée par ces drames régulièrement. On pense aussi à la petite Lindsay qui s'est suicidée en mai dernier. Alors, la première ministre hier a annoncé que la lutte contre le harcèlement scolaire serait une priorité absolue, je cite, à la rentrée 2023. Quant à Pape Ndiaye, dans cette séance, il a aussi égrené toutes les mesures qu'avait prises l'exécutif. Écoutez. D'abord, la nomination d'un adulte référent. Un adulte référent harcèlement dans tous les collèges, la saisine systématique du procureur de la République en cas de suspicion avérée de harcèlement ou de situation préoccupante. La création d'une équipe départementale d'intervention dédiée au harcèlement pour régler les situations les plus complexes, le déplacement de l'élève harceleur, suivant en cela d'ailleurs une proposition de la sénatrice Mercier dans le premier degré. Le décret a été transmis hier au Conseil d'État. Et puis enfin, la formation massive des personnels de l'éducation nationale et l'augmentation significative des moyens alloués aux plateformes d'écoute 3018 et 3020. Voilà, et le ministre de conclure en disant qu'il était au premier rang pour faire reculer ce fléau intolérable, je cite, qu'est le harcèlement scolaire. Cette réponse n'a pas du tout convaincu la sénatrice socialiste qui lui posait une question. Écoutez la réplique. Monsieur le ministre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous annoncez existe déjà et n'est pas appliqué. Ce que je vous demande, c'est de passer de paroles aux actes. Voilà, pour effectivement cette émotion et cette indignation autour du harcèlement scolaire, Tam. Merci beaucoup Quentin. Effectivement, elle n'a pas du tout été convaincue par la réponse du ministre, et elle est au micro d'Alexandre Sabine Van Egg, sénatrice socialiste du Pas-de-Calais. Oui, Sabine Van Egg, finalement, beaucoup de paroles de la part du gouvernement sur ce sujet, mais peu d'actes. Voilà, moi j'estime qu'on est dans une logique d'annonce
Et on est loin des actes en fait qui doivent suivre ces annonces. Alors je ne dis pas que rien n'est fait. Tout est pensé, des actions sont prévues, mais c'est sur le terrain que ça n'est pas suivi. C'est ça le problème. C'est que moi, je vais dans les collèges, je vais dans les établissements, et je me rends compte que, je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois le programme phare n'est même pas connu. Programme phare de lutte contre le harcèlement. Oui, le programme phare du gouvernement, qui d'ailleurs qui reprend pas mal de nos propositions de notre mission d'information sénatoriale. En fait, c'est un manque de suivi et un manque de mise en œuvre sur le terrain. Donc il faut des moyens pour appliquer ces mesures et contrôler leur application. Oui, parce que l'éducation nationale est surchargée et elle manque de moyens pour le faire. Donc c'est pas un manque de volonté. C'est quelquefois le cas, il faut le dire. On ne veut pas faire de vagues, on met la poussière sous le tapis, mais la plupart du temps, c'est plus un manque de moyens, un manque d'heures, un manque de plages horaires, un manque de locaux, un manque de personnel. Il n'y a pas assez de personnel médico-social, par exemple. Il y a des psychologues scolaires qui doivent se partager entre 5-6 établissements avec la route. Donc comment voulez-vous qu'un enfant ait un référent auquel il ose se confier et parler ? Je reviens sur ce que vous dites. Il y a certains établissements actuellement qui nient cette réalité du harcèlement scolaire, qui ne veulent pas faire de vagues, qui disent il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est des histoires de gosses. Voilà ce qu'on entend. On va quand même pas s'émouvoir à chaque fois que deux gosses se disputent. Je l'entends. Et les enfants qui rentrent chez eux, ils n'osent pas en parler aux parents parce qu'ils savent que ça va les contrarier, ou alors ils ont peur des représailles. Donc, sinon, ça fait un enfant qui souffre, qui ne se confie pas, et qui au final, à la fin, est éloigné parce qu'on le sort, on finit peut-être par le sortir de sa classe, donc c'est la double peine, et puis il en vient quelquefois au pire. Et il y a quand même à peu près 20 enfants chaque année qui en viennent à se suicider. Et des jeunes, c'est 12 ans, c'est 10 ans. Effectivement, un bilan dramatique. Voilà. Merci beaucoup, Savine Vanek, pour votre réaction. À mon micro. Et merci beaucoup Alexandre. Et oui, il y avait eu la mort de Lucas qui avait beaucoup ému dans l'hémicycle. On voit exactement le même phénomène se reproduire avec la mort de Lindsay cette semaine. Joël Garriaud, qu'est-ce que ça vous inspire, l'impression effectivement qu'il n'y a pas forcément un manque de volonté politique, mais que ça tarde vraiment à s'appliquer dans les établissements et qu'effectivement il y a une grande disparité qui demeure entre les établissements? D'abord, je voudrais rappeler que c'est depuis mars 2022 que le harcèlement est devenu un délit. Donc, on peut considérer aussi qu'on est là devant un phénomène sur lequel nous réagissons et on peut espérer en avoir maintenant les résultats. C'est effectivement extrêmement dramatique d'apprendre qu'un enfant ait pu se suicider, d'où l'importance des mesures qui sont mises aujourd'hui en place. Ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de choses sont faites et je crois qu'on a beaucoup d'outils maintenant à disposition. Bon, il y a le fameux 30-18 pour appeler en cas de harcèlement, mais je crois que déjà la première des structures, c'est la structure de proximité qui est le conseil d'établissement. Si dans chaque conseil d'établissement, on met à l'ordre du jour les questions d'harcèlement, est-ce qu'il y a eu un repérage, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon établissement? Si tel est le cas, prenons les mesures et surtout prenons le taureau par les cornes. Il ne faut pas que ce soit un tabou comme ça l'est faisant en parfois sorte dans que le dialogue et ensuite les mesures se prennent. Peut-être aussi agir par des actions qui solidarisent les enfants, qui amènent les enfants à avoir un regard les uns sur les autres qui soit porté avec le cœur et non pas avec des intentions malsaines comme on peut les trouver sur les réseaux. Faisons en sorte qu'il y ait une médiation sur les réseaux qui soit plus efficace. Je sais qu'il y a un certain nombre de réseaux qui développent des outils aujourd'hui qui permettent de faire un contrôle parental pour éviter que l'enfant se fasse piéger sur les réseaux. Donc il y a toutes ces mesures-là qui aujourd'hui existent, mais qu'il va falloir faire en sorte qu'elles soient mieux connues et qu'elles amènent des actions concrètes. Yann Chantrel, effectivement, vous en parlez, les réseaux sociaux, bien sûr, ils sont très importants dans toute cette dynamique, même s'il n'y a pas que ça, ça commence souvent dans l'enceinte de l'établissement scolaire, mais voilà, les réseaux, ils ont un effet amplificateur, ils ont un effet de meute, ils ont aussi l'effet que ça ne s'arrête jamais, il faut pouvoir mieux les contrôler, et on sait... C'est un énorme sujet et on ne sait pas du tout comment le faire pour l'instant. Oui, c'est un énorme sujet, mais ils doivent avoir une responsabilité par rapport à ça aussi. C'est toute une question de la régulation justement des grands acteurs de l'Internet qui recouvrent beaucoup de champs. Parce qu'effectivement, comparé à mon époque, peut-être la vôtre aussi, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Désormais, le cycle est continu de harcèlement, c'est-à-dire qu'on est harcelé dans l'école, mais en dehors de l'école aussi, ça va jusqu'à son domicile. Et ce qui est très difficile, c'est que des fois, ça a été très bien dit par ma collègue, très difficile de détecter parce qu'il y a une honte de la part de la personne qui est harcelée. Oui. Ce qu'il faut, c'est changer la honte de camp. Il faut que la honte soit sur le harceleur
et plus le harceler. Ça passe aussi par plus de moyens humains. Il faut créer des programmes, c'est très bien. Mais comme ça a été très bien dit par ma collègue, certains établissements ne le savent même pas. Il y a aussi une culture de ne pas faire remonter des cas parce que ça veut dire que dans notre établissement, il y a des problèmes. Et ça, c'est problématique déjà comme attitude. Donc il faut aussi changer ça. Faut dire, il faut faire pour la réputation de l'établissement, l'attractivité de l'établissement. Et ça, c'est très nocif parce que ça enferme les enfants encore dans leur harcèlement. Donc il faut plus de moyens humains. Au dehors de référence, c'est des gens, des médico-sociaux, des éducatifs présents et aussi des campagnes de sensibilisation, de prévention majeure, parce qu'il faut aussi outiller les familles. Parce que la plupart du temps, même quand on est père et mère, on détecte pas ces choses-là. Donc comment les détecter, comment pouvoir y répondre? Je pense qu'il y a aussi les familles qui sont très démunies face à ce type de situation. Et il faut pouvoir les outiller et les accompagner également, pas uniquement que l'enfant. C'est un ensemble. Et il faut vraiment une politique. Et il y a certains pays qui ont pris à bras le corps. Le Canada a pris ces sujets-là à cœur, est intraitable avec ce sujet. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins de situations de ce type. Les choses. Oui, ça change. La puissance publique peut aller beaucoup plus loin. La puissance publique a la possibilité de prendre ça en main. Et il faut maintenant agir. C'est pas suffisamment le cas. Qu'il y a une prise de conscience qu'on est légiféré, c'est vrai, c'est juste. Mais il faut aller beaucoup plus loin parce que là, c'est vraiment presque non-assistance à enfants harcelés en danger. Et je pense qu'il faut vraiment en parler beaucoup plus et il faut faire vraiment de la pédagogie pour changer la situation et la donne par rapport à ça. Oui, car à chaque fois, on voit beaucoup d'émotions. À chaque fois qu'on en parle de ces sujets, on dit à chaque fois plus jamais ça. Et on voit malheureusement les situations très proches qui se multiplient et qui continuent avec ce fléau qui se poursuit, celui du harcèlement scolaire. J'ai envie en fait de faire un peu un rapprochement avec un autre sujet sur lequel la libération de la parole a vraiment augmenté ces derniers mois, c'est celui des féminicides, des violences intrafamiliales. Il suffit de regarder la progression en fait de ces faits de violence déclarés dans les commissariats. On voit une proportion beaucoup plus importante parce qu'aujourd'hui les femmes, mais pas que les femmes, osent aller porter plainte. Parce que on a un peu sorti les sujets justement de sous le tapis et donc c'est plus une honte. On voit bien que on n'est pas la seule dans sa ville, dans son quartier. Et donc en fait les enfants, là il y a eu plusieurs faits qui se sont répétés. Donc j'espère que ça va aussi libérer la parole de ceux qui jusqu'à présent n'osaient pas parce que c'était la honte de je suis le seul qui vont oser en fait aller dire en se disant non, à la fin on va trop loin en fait. Moi j'ai pas envie de finir comme ces malheureux enfants. Il faut aussi que les adultes identifient ces situations. Mais c'est là où en fait l'éducation aussi. Dernièrement, peut-être les femmes ou les hommes n'allaient pas porter plainte pour des faits de violence parce qu'ils ne considéraient pas ça forcément comme de la violence. Et on a expliqué en fait ce qu'est de la violence, ce qu'on a le droit de ne pas faire, ce qu'on ne doit pas faire dans un environnement familial. Et donc ça, c'est vraiment là où il y a de la prévention à faire. Et la prévention, elle passe aussi bien par les parents, mais elle nécessite aussi d'avoir un renforcement des moyens médico-sociaux dans les établissements. Bien, merci. Voilà un sujet de consensus. Merci à tous les trois pour ce débrief de ces questions au gouvernement. On reste au Sénat dans la prochaine heure, direction l'audition de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.